L'intelligence artificielle n'est pas seulement l'avenir de la Russie, c'est l'avenir de toute l'humanité. Celui qui deviendra le leader dans ce domaine sera le maître du monde. Ainsi parlait un certain Vladimir Poutine en 2017. Une assertion qui trouve sans doute racine dans ce qu'on appelle le cosmisme, une vieille idéologie russe et soviétique qui renaît de ses cendres avec nous. Et on va en avoir besoin. Michel Elchaninov, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes auteur de Lénine a marché sur la Lune, la folle histoire des cosmistes et des transhumanistes russes, édition Actes Sud. Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue Philosophie Magazine. Avec nous également Juliette Faure, bienvenue à vous également. Chercheuse à Sciences Po, Harvard, vous terminez votre thèse sur le club d'Izborsk. Izborsk, c'est une ville en Russie, mais c'est aussi un club financé par la Russie. Vous allez tout nous expliquer. Michel Elchaninov, alors on va essayer d'être clair, il y a beaucoup de notions, j'ai déjà évoqué l'intelligence artificielle, le transhumanisme, l'homme augmenté, mettre en place aussi un réseau de communication mondiale, contrôler le processus cosmique, enfin plein de notions, pas faciles à appréhender, mais tout cela, quand on les énumère, pour le commun des mortels, sans mauvais jeu de mots, on pourrait penser que ça vient des États-Unis, il n'en est rien, ça vient de la Russie il y a très longtemps. Oui, c'est ça qui est étonnant et qui est assez peu connu, c'est-à-dire que l'idée de rendre l'homme immortel et puis ensuite de l'envoyer coloniser l'espace, on pense que c'est une idée américaine de la Silicon Valley, ce qu'on appelle le transhumanisme, né dans les années 90-2000, qui aujourd'hui se développe véritablement de manière très puissante aux États-Unis. Et en fait, ce qu'on voit en cherchant un peu, c'est que ce mouvement-là a aussi des sources en Russie, il y a très longtemps, avant la Révolution russe, à la fin du 19e siècle, et puis pendant tout le siècle de l'Union soviétique, il y avait des chercheurs, des philosophes, des savants qui avaient une idée fixe, qui était de rendre effectivement l'homme immortel, de ressusciter nos ancêtres, et comme il faut de la place pour tout ce beau monde, eh bien de coloniser l'espace. Et la conquête spatiale soviétique est peut-être liée aussi à ce rêve un peu fou qui existait en Russie dès le début du XXe siècle. Donc vous dites fin du 19e siècle, donc ça fait au moins 150 ans. Juliette Faure, depuis la fin de l'Union soviétique, on a le sentiment que les élites russes sont en quête justement d'une nouvelle idéologie, une idéologie de rechange, si l'on peut dire. Est-ce que c'est comme ça que renaît ce mouvement, en tout cas cette idéologie ? Alors oui, effectivement, c'est-à-dire que le cosmisme aujourd'hui en Russie, il peut être utilisé de manière politique pour essayer d'associer en fait toutes les différentes périodes de l'histoire de la Russie, à savoir d'une part l'empire tsariste associé au traditionnalisme orthodoxe, au conservatisme, et d'autre part l'héritage de l'Union soviétique associé à la puissance industrielle et technologique. Et le cosmisme en alliant science et religion permet de faire cette synthèse entre les histoires de la Russie et en fait de pallier au problème des guerres mémorielles qui ont lieu encore aujourd'hui et de cette quête d'une identité nationale après la chute de l'Union soviétique. Et Michel Elchaninov, le premier cosmiste, vous le dites dans votre livre, était un philosophe excentrique qui s'appelait Nicolas Fyodorov, correspondant de Dostoïevski, racontez-nous. C'était un homme vraiment original. Il était bibliothécaire de la plus grande bibliothèque de Moscou de l'époque. C'est-à-dire, il connaissait tous les intellectuels. Il correspondait avec Tolstoï, avec Dostoïevski. Il connaissait tout le monde, mais lui-même, on l'appelait le Socrate de Moscou parce qu'il refusait d'être payé. Il dormait sur une caisse. Il voulait pas bien s'habiller. Il avait une obsession véritable. C'était de pouvoir ressusciter ses parents et tous les ancêtres. C'était un chrétien convaincu, comme vient de le dire Juliette Faure. Il était très orthodoxe, très chrétien, et en même temps, il voulait que la science réalise le christianisme. Et le christianisme, c'est aller le dimanche prier pour la résurrection des morts. Et lui disait, au lieu de prier, grâce à la science, on va ressusciter nos ancêtres. C'est le fondateur du cosmisme. En tout cas, certains sont persuadés que la science permettra un jour de vivre éternellement, de supprimer la mort. En attendant cela, il y a la cryogénie. Florent Sepseg a déniché une société spécialisée en la matière. D'ailleurs, il en est question dans votre livre. Vous réagirez jusqu'après, regardez plutôt. Bienvenue chez Cryorus, l'antre de la vie éternelle. Il y a 10 ans, le maître des lieux, Dalila Medvedev, nous ouvrait cette cuve remplie d'azote à moins 196 degrés. Sa société promet encore aujourd'hui de conserver les corps humains en attendant que la science soit capable de les ressusciter. Ce n'est pas parce que votre sang ne circule plus ou que votre cœur ne bat plus que vous êtes mort. Ce qui fait que vous êtes mort de manière irréversible, c'est quand votre cerveau est réduit à l'état de bouillie. Je veux vivre pour toujours. Je ne veux pas mourir, ni dans 1 an, ni dans 1 million d'années, ni dans 1 milliard. À ce jour, les congélateurs de Cryorus accueillent 82 patients, dont 25 étrangers. Ils ont dépensé l'équivalent de 31 000 € pour congeler le corps, 15 000 juste pour le cerveau. Bon nombre choisissent cette dernière option. C'est dans le cerveau que réside la personnalité.
Lorsque la science sera prête, on fournira un corps à la personne. Ce sera peut-être un corps artificiel avec des organes artificiels. Avant de placer un parent ou un ami dans un congélateur, un détail, Cryorus ne garantit pas la réanimation. Ce récit vous laisse froid? Attendez la suite. En septembre dernier, le correspondant du Times a jeté un pavé dans la cuve. Il a révélé que la zone de stockage des corps et des cerveaux a reçu la visite de l'ex-femme et ex-partenaire en affaires du patron de Cryorus. S'estimant lésée, elle a tout cassé et renversé l'azote et serait partie avec un cerveau dont on ignore le propriétaire. Cela fait 4 mois que l'affaire est entre les mains de la justice russe, mais bon, les principaux intéressés ne sont pas à 4 mois près. Voilà, belle formule et belle chute de Florent Krebseg. Je le disais, un mot peut-être, vous en parlez dans votre livre. Oui, je l'ai interviewé, Daniil Medvedev, c'est un transhumaniste. C'est-à-dire que lui, il se revendique plutôt de l'idéologie contemporaine, qui n'est pas forcément religieuse. Mais il faut dire qu'en Russie, la momification, on connaît, puisque Lénine est toujours momifié, embaumé sur la place rouge. Et en fait, autour de lui, il y avait des cosmistes qui l'ont précisément embaumé avec peut-être l'idée de le ressusciter. L'idée de ressusciter les morts, c'est une vieille idée en Russie. Là, la cryogénie, ça vient des États-Unis. Son fondateur, c'était un Américain qui s'appelait Robert Ettinger, mais dont les parents étaient quand même nés à Odessa, dans l'Empire russe, et qui a reconnu sa dette au cosmisme. Donc en fait, les fils s'entrecroisent entre l'idéologie contemporaine américaine, pas forcément religieuse, et quand même la vieille lignée religieuse russe du cosmisme. Il y a des liens. Alors être en osmose avec le cosmos, d'ailleurs vous le dites dans votre livre, ça concerne même l'archéologie, les roches, enfin c'est un vrai mouvement à la fois intellectuel et scientifique. Juliette Faure, qu'est-ce que ça nous dit de la Russie d'aujourd'hui? Parce qu'on pourrait penser qu'on fait ce grand angle ici, là, pour découvrir quelque chose de méconnu, mais tout de même, est-ce que ça permet de mieux comprendre la Russie d'aujourd'hui et celle de Vladimir Poutine? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le cosmisme, aujourd'hui, il est revendiqué par certains groupes idéologiques, non pas le pouvoir de manière générale. Et ces groupes idéologiques-là sont eux-mêmes inscrits dans des réseaux stratégiques d'influence qui peuvent, à certaines occasions, sous certains contextes, influencer éventuellement la décision Notamment politique. ce club d'Izborsk. Notamment le club d'Izborsk, qui effectivement représente environ 50 personnalités issues des milieux journalistiques, économiques, politiques, même aussi des milieux de la sécurité, militaire. Et en fait, l'usage du cosmisme dans ce contexte-là sert pour eux à justifier le fait que la science doit devenir un champ de bataille idéologique, notamment contre l'Occident, et qu'en lieu et place de l'association qu'on fait souvent entre modernité et uniformisation des modes de vie, voire occidentalisation des modes de vie, le cosmisme permet politiquement de dire que la technologie, la modernité technologique peut très bien se combiner avec la conservation des traditions, la conservation d'une identité religieuse traditionnelle, orthodoxe pour la Russie en l'occurrence. Mais on a le sentiment que ce que les Russes et les Soviétiques ont voulu faire sans le dire, c'est la Silicon Valley qui le fait aujourd'hui. D'ailleurs, il y a peut-être un trait d'union. Sergey Brin, né en 1974, c'était l'Union soviétique à Moscou, a cofondé Google. Il est aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce que vous diriez que l'idée est venue de Russie et que les Américains y ont mis l'argent avec la compétence transfuge de Moscou, là, en l'occurrence? Sergey Brin, il a cofondé un laboratoire lié au transhumanisme. Pour le transhumanisme, c'est un fils d'ingénieur soviétique qui connaissait parfaitement les auteurs cosmistes. C'était très à la mode dans les années 60-70. En tout cas, ce qui est certain, et moi j'ai interviewé plusieurs personnes qui sont des acteurs du transhumanisme aux États-Unis, eh bien, il y a des personnes qui se revendiquent du cosmisme en disant que le transhumanisme doit avoir un peu plus de spiritualité, et ils trouvent justement dans cette idéologie russe un peu de la spiritualité qui manque au côté techno-scientifique. C'est quoi le bien commun, en fait? C'est pour le bien de l'humanité et non pas à des fins... C'est ça la différence? Quelle est la différence entre transhumanisme et cosmisme? En fait, c'est que le transhumanisme cherche à modifier, voire augmenter la nature humaine, alors que le cosmisme considère que la technologie peut servir à perfectionner la nature humaine, à la spiritualiser, et que la technologie peut permettre de se rapprocher du plan divin inscrit dans la Bible. Alors que le transhumanisme cherche plutôt en fait à dépasser les limites de la condition humaine sans forcément parler de Dieu ou de spiritualité. Ouais. Vous aviez écrit dans la tête de Vladimir Poutine, si vous étiez dans la tête de Vladimir Poutine au moment où l'on se parle,
qu'est-ce qu'il pense du cosmisme, le président russe? Alors, d'après ce que m'ont dit certains experts, les élites russes, notamment politiques, notamment Poutine, ne diront jamais qu'ils sont intéressés par l'immortalité, parce que ça serait trop inégalitaire, puisque évidemment cette immortalité, il faut l'acquérir, elle a un prix, et donc il est hors de question pour les élites de dire qu'elles veulent devenir immortelles. Ouais. Il y a quand même quelque chose d'étonnant. Vladimir Poutine, il a fait changer la constitution pour rester au pouvoir potentiellement jusqu'en 2036, c'est-à-dire pour une période de pouvoir 2000-2036. C'est quelqu'un qui a envie de dégager une image de jeunesse éternelle. C'est évidemment quelqu'un qui ne peut pas ne pas s'intéresser à l'idée de laisser sa trace dans l'histoire et peut-être de rester jeune le plus longtemps possible. Ouais. Je ne peux pas en dire plus, évidemment. C'est top secret. Ouais. Je peux vous dire que j'ai posé énormément de questions à des personnes proches du Kremlin. Ouais. C'est un sujet réservé, mais il est évident qu'il doit y avoir un intérêt des élites russes pour l'idée de rester éternellement jeune. Petite minute sur Vladimir Poutine et le cosmisme. Vous y êtes penché? Effectivement, sans parler de projection de ce qui pourrait advenir dans le futur, on voit que le cosmisme, ou du moins l'association de la religion et de la science, voire de la religion et de la puissance militaire, en fait, puissance technologique militaire, a déjà lieu en Russie, puisque l'Église orthodoxe est un soutien du programme nucléaire et du programme spatial russe, qui vient complètement modifier la vision de l'Union soviétique du programme spatial, qui en fait visait plutôt à montrer qu'il n'y avait pas de Dieu dans l'espace. Donc on voit qu'il y a ici une réappropriation de la philosophie de la technologie vers plutôt une dimension cosmiste que transhumaniste ou que occidentale. Merci beaucoup Juliette Faure, merci Michel Elchaninov de nous avoir donné des clés de compréhension donc dans ce grand angle ce soir. Merci à tous les deux d'être venus sur TV5 Monde.